Alors je voudrais, s'il vous plaît, au nom de la direction de l'ESG Management School, mais je sais que je peux le faire aussi en votre nom à tous, remercier Marek Alter qui vient, d'abord qui ne se déplace pas forcément souvent, d'une part, d'autre part qui vient alors que cet après-midi partager du temps avec nous, mais je lui ai demandé de ne pas dépasser 3h30, 4h. Après c'est un peu long, surtout pour les 2-3 heures de questions. Mais il a un agenda de Premier ministre, il vient de sortir coup sur coup, alors plusieurs livres ces dernières années, mais en particulier un ouvrage sur le Birobidjian, un film également, que vous pourrez retrouver ce soir juste en sortant de l'ESG Management School à la télévision. Il vous en dira un mot mieux que moi tout à l'heure. Donc vraiment, merci infiniment. Marek Alter, comme vous le savez, fut un enfant du ghetto de Varsovie, et donc c'est un rescapé et c'est un philosophe, c'est un écrivain. Je ne l'ai jamais réduit, et je pense qu'il ne faut absolument pas le réduire à un statut, entre guillemets, et toujours avec des guillemets simples, de rescapé. C'est quelqu'un qui a passé des années, des décennies à travailler, à réfléchir non seulement sur la condition humaine, mais bien évidemment aussi et surtout de façon très humaniste sur ce fléau, sur ces fléaux que sont la haine, le racisme, l'antisémitisme et bien évidemment le négationnisme. Et je suis très heureux par conséquent de lui laisser la parole en tant que grand témoin de ce colloque. Je le remercie encore d'être venu, et lorsqu'il aura achevé son propos, eh bien je vous rappellerai en quelques mots que tout a été mis en ligne et que par conséquent dans quelques jours vous pourrez retrouver l'intégralité de ce colloque, comme vous pouvez déjà retrouver les premières assises de la lutte antinégationniste de janvier 2011, et bien évidemment je vous donnerai tout à l'heure, à la fin du propos de Marek Alter, rendez-vous pour l'an prochain, enfin rendez-vous dès demain soir pour ceux qui sont intéressés par nos débats sur les élections présidentielles ici même dans cet amphi dès demain soir, et puis tenez-vous au courant de ce que nous faisons. Le ESG Management School travaille sur un certain nombre de domaines dont beaucoup, énormément, sont réellement de type humaniste avec un H majuscule, et réellement j'insiste sur cette thématique. Donc avant d'achever ce colloque et de vous dire au revoir tout à l'heure, je cède bien volontiers et avec beaucoup de plaisir la parole à Marek Alter. Écoutez, j'ai peur de vous décevoir parce qu'il a marqué rescapé. En vérité, nous sommes tous des rescapés d'une certaine manière, au moins les Juifs, puisque a priori ils étaient tous condamnés à disparaître. Donc ceux qui n'ont pas disparu sont des rescapés, qu'ils soient des Juifs d'Afrique du Nord, d'Abyssinie ou d'ailleurs. Moi, je n'étais pas ni à Auschwitz, ni à Majdanek, ni à Treblinka, ni à Sobibor, que ça soit clair. Je suis né à Varsovie. J'ai connu un monde, c'est un peu comme Atlantide de Platon, un monde qui a disparu. Je ne peux témoigner que de ce monde-là, ce monde qui a existé, et puis, au bout de 4 ans, 5 ans, n'existe plus. Je suis né dans une ville d'1 million d'habitants, presque 400 000 Juifs, avec leurs théâtres, leurs écoles, leurs maisons d'édition, leurs journaux, 7 quotidiens, un en polonais, un en hébreu, et le reste en yiddish, vendus à la criée. Les syndicats. Je me souviens, ma mère me mettait le 1er mai sur les balcons pour regarder passer les manifestations des syndicats juifs. Mon grand-père Abraham, un chassid du rabbin de Gour, papillote, barbe, chapeau, marchant avec les syndicalistes imprimeurs, puisqu'il était un des dirigeants des syndicats des imprimeurs, à la tête de la manifestation, chantant l'international en yiddish. C'était un monde. J'habitais rue Smocha, Bashevis Zinger en parle beaucoup dans ses livres. Il en reste que les petits panneaux rue Smocha, si vous allez à Varsovie. Et puis il y avait les Kippour 39. Hitler avait décidé d'allumer une bougie pour les Juifs de Varsovie. Ma mère m'a mis encore une fois sur le balcon
Varsovie brûlait, les Juifs étaient dans les synagogues, ils sortaient comme des torches allumées vivants avec leur châle de prière. Tout le monde cherchait tout le monde, et puis les nazis sont rentrés à Varsovie. J'étais de nouveau sur mon balcon. J'avais 4 ans et demi. Je me souviens très bien. Ils étaient dans leur Jeep, vert olive, et avec des lassos, et ils essayaient d'attraper au lasso les Juifs barbus qui traversaient la rue. Et quand ils en attrapaient un, ils les traînaient sur les pavés, et je voyais leur cerveau éclater dans la rue Smocha. Et puis, on a commencé à faire venir les Juifs des environs. Nous étions donc presque 400 000. En très peu de temps, on était plus de 600 000. Dans une ville, 700 000, une ville comme Lyon. Ce n'était pas encore le ghetto, ou peut-être c'était les premiers jours des ghettos. Et puis une nuit, on frappe à la porte. Je me souviens, ma mère était enceinte. Elle a accouché d'une petite sœur qui est morte de faim après. Il y a 2 amis de mon père, en primaire comme lui, membres de même syndicat, étaient là. Et ils ont dit maintenant il faut partir. Ce qu'on appelle les justes. Ils n'étaient pas obligés. Et mon père, je me souviens, commençait à discuter. Au fond, la France, l'Angleterre, tout le monde viendra nous sauver, on ne nous laissera pas mourir. Et pendant qu'il discutait, ma mère avait déjà préparé les baluchons, m'a pris par la main, elle a dit, on s'en va. Comme quoi, vous savez, on apprend tout entre 4 ans et 12 ans peut-être. Après, on complète, on devient savant, mais la base est là. Et là, j'ai compris le rôle de la femme. La femme comprend beaucoup plus vite le prix de la vie, peut-être parce qu'elle donne la vie. C'est pour ça que j'ai fait la série de livres sur les femmes de la Bible, le rôle qu'elles ont joué dans la naissance du monothéisme. Si ma mère n'était pas comme elle était, je ne serais pas là aujourd'hui. Et puis, nous sommes partis la nuit, cette même nuit. On s'est retrouvés à la gare. On a pris un train de marchandises. Il y avait d'autres Juifs qui étaient déjà là. Et tous allant vers Malkinia, le point frontière entre la Pologne coupée en deux, entre la Pologne occupée par les nazis et la Pologne occupée par l'armée rouge. Malkinia, les portes s'ouvrent en grand, les cris des projecteurs, les chiens, Juden raus, les Juifs dehors, les Juifs à gauche, les Juifs à droite, les coups de mitraillettes. Nous, on avait nos 2 Polonais catholiques blonds, aux yeux bleus, et la blondeur était le meilleur passeport à l'époque. Nous, on était tous comme ces oiseaux bariolés d'Opal Kozinski. Dès qu'on voyait une petite tête brune, on savait que ce n'était pas un bon Polonais. Et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés de côté soviétique. Puis à Moscou était bombardé, et Staline nous a envoyés en Ouzbékistan, à la frontière d'Afghanistan, où nous avons survécu. Donc, mon expérience du mal nazi, après j'ai vu aussi d'autres manifestations du mal, est une expérience courte. J'ai dit toujours à mon ami Wiesel, ce que toi tu as vu, moi je n'ai pas vu. En rentrant en Pologne, j'avais 10 ans. Bien sûr, on est allé à Varsovie, il n'y avait plus rien. Si vous allez à Varsovie, vous verrez, il y a une partie de Varsovie est surélevée. Donc, quand on marche, il y a quelques marches qu'il faut monter. Quand on va en voiture, la voiture monte ou descend. C'est que tout de suite après la guerre, toutes ces maisons de ces 400 000 Juifs étaient aplaties par des bulldozers, et sur cette base, on a construit notre ville.
Donc quand vous marchez à Varsovie, vous marchez sur les jouets des petits-enfants juifs qui ne sont plus. Difficile de ne pas oublier. Et puis, je suis allé à Auschwitz. Curieusement, ce n'est pas les fours crématoires qui m'ont impressionné. C'est vrai, on peut toujours dire que qui sait qui on a brûlé dans ces fours crématoires. Ce qui m'a impressionné, c'est 2 montagnes. Pour moi, c'était des montagnes plus hautes qu'Everest, qu'Himalaya. Une montagne des chaussures d'enfants et une montagne des lunettes. Ces lunettes appartenaient à des gens vivants. Ces chaussures à des enfants vivants. Ça m'a frappé. Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir sur une chose simple. Comment partager cette histoire avec les autres? Pour les Juifs, il n'y a pas de problème. Les Juifs ont une très bonne mémoire. Ils ont inventé une chose extraordinaire. Pour ne pas éparpiller leur mémoire du mal, ils l'ont ramassé en une seule journée. Tisha B'Av, 9e journée du mois d'Av. La destruction des premiers temples, la destruction des 12e temples, la fin de la révolte de Bar Korba et la chute de Beitar, l'expulsion des Juifs d'Espagne, 1492, les pogroms de Bogdan Khmelnytsky, 1666, et enfin la Shoah. Comme ça, on n'a pas besoin de pleurer tous les jours. Il y a une journée pour pleurer tout. Et si un jour, par malheur, il devait y avoir encore un massacre, il s'ajoutera aux autres massacres. Nous avons une mémoire extraordinaire. Donc, je ne doutais pas une seconde que dans 1000 ans, les Juifs se souviendront de la Shoah. Mais les autres? Quel intérêt pour nous de garder en mémoire des événements qu'on ne peut pas partager avec les autres? Est-ce que nous aurons assez de moyens, assez de temps pour faire venir tous les enfants du monde visiter Auschwitz? C'est absurde. On ne va pas se transformer en un peuple de tourisme du mal. Nous sommes un peuple messianique. Messianique veut dire nous rêvons d'un monde meilleur. Et c'est ces rêves que nous voulons partager avec les autres. Ce n'est pas les mal, ce n'est pas les morts. J'étais toujours très gêné par cette volonté de s'appuyer, d'appuyer notre histoire, nos revendications sur la Shoah et seulement sur la Shoah. Ça ne met pas en cause ce qui est arrivé. Jacques Le Goff dit avec raison, tout événement est unique. Donc, on ne peut même pas comparer un événement à l'autre. Encore que pour le 60e anniversaire de la libération des camps, j'étais invité à Auschwitz, il neigeait, il faisait froid, il y avait tous les chefs d'État, et il y avait les chantres de la synagogue de Manhattan qui chantaient Al-Morel Rachamim, et je pleurais. Et en rentrant à Paris, on m'a demandé de venir témoigner à la télévision. Et j'ai dit, je ne vais pas venir seul. Et j'ai fait venir Charles Aznavour et Corneille. Non pas que nos génocides peuvent être comparés, mais il était important que ceux qui nous regardaient voient que je n'étais pas seul, que je n'étais pas là tout le temps à revendiquer mon mal au détriment des autres. Il y aura un rejet à un moment donné. Comme disait Camus, entre la justice et ma mère, j'ai choisi ma mère. C'est vrai, il y a des amis, quand ma mère est morte, c'était ma mère. Et je comprends mes amis qui perdent leur mère. Et pourtant, ce n'est pas ma mère. Ce n'est pas la même chose. Nous avons une autre histoire, d'autres souvenirs. Donc c'était important d'avoir Charles Aznavour qui racontait ce que lui ont raconté ses parents,
écorné les chanteurs Tutsis qui étaient sauvés par un Hutu pendant que les Hutus massacraient toute sa famille à la hachette. Et là, j'arrive à un moment pour moi très important. On ne peut pas dénoncer le mal au nom seulement des valeurs. Tu ne tueras point. Oui, c'est vrai, c'est inscrit dans toutes les constitutions du monde depuis Moïse. Ce n'est pas suffisant. Il y aura toujours quelqu'un pour transgresser, tu ne tueras point. Et là, Pascal avait raison. Le mal existe parce que nous avons une certaine idée du bien. Si les biens n'existaient pas, au nom de quoi on se bat contre le mal? Si l'homme n'était pas capable de sauver un autre homme, alors pourquoi lui reprocher d'avoir laissé tuer, puisqu'il ne pouvait pas faire autrement? Et c'est pour cela, et là je regrette d'avoir fait les films Les Justes si tard. J'aurais dû penser beaucoup plus tôt. Lanzmann a fait son travail magnifique, un témoignage. Mais il fallait tout de suite témoigner aussi de cet autre versant. Quand je viens en Allemagne, je parle à la télévision, je leur parle en yiddish. Ils comprennent pourquoi? Parce que j'enlève les mots hébraïques et je leur cite Goethe. Goethe disait « Yiddish is the Seele der deutschen Sprache ». Le yiddish est l'âme de la langue allemande. Et rien qu'en leur parlant en yiddish, le lendemain, la télévision reçoit des milliers de lettres de jeunes gens se sentant coupables parce qu'ils savent qu'il n'y a plus personne pour parler cette langue, qui est l'âme de la langue allemande, parce que les gens qui se disaient « je t'aime » en yiddish n'existent plus. Il suffit que cela. On n'a pas besoin de venir pointer le doigt en disant « vous avez fait ça, vos parents ont fait ça ». Il se crée une défense. Je ne parle pas de ceux qui utilisent tout ça pour des fins politiques. Mais tout naturellement, les hommes ne sont que des hommes. C'est comme ça. En Allemagne, à Berlin, pendant la guerre, on a sauvé 5000 Juifs. À Berlin. 200 000 ont été tués. Mais pour sauver les 5000, il fallait des milliers d'Allemands qui risquaient leur vie. Formidable. C'est de ça qu'il faut parler. Moi, si je devais sur moi demander, même pour les Arméniens, avant de se lancer dans le vote d'une loi, j'aurais envoyé des journalistes en Turquie, j'aurais fait des reportages à la télévision, j'aurais demandé aux enfants de ces justes Turcs qui ont sauvé les Arméniens au moment où le général Tahalal publiait une lettre dans laquelle il disait « sans pitié, ni les vieillards, ni les enfants ». On aurait valorisé une partie des peuples turcs. Voilà, chez vous, il y a des gens formidables qui sont opposés à quelque chose d'inacceptable. On ne tue pas un groupe humain parce que c'est un groupe humain. On ne l'a pas fait. Et pourtant, j'en ai rencontré beaucoup. Pour mon film Les Justes, j'ai mis 2 Turcs qui ont sauvé les Juifs. Mais j'en ai rencontré plein dont les parents avaient sauvé les Arméniens. Personne n'est allé leur demander, leur raconter leur histoire. Pourquoi? Pourquoi vos parents l'ont fait, pourquoi les parents des autres ne l'ont pas fait? Au lieu de cela, nous donnons des leçons de morale au monde entier. Curieux, est-ce que vous vous souvenez, nous avons tous vu au moins des images à la télévision, le procès de Nuremberg. Ça m'a frappé et je n'oublie pas. Tous ces hommes qui sont coupables d'avoir massacré 47 millions d'individus, je ne parle pas seulement des 6 millions de Juifs, 47 millions d'individus en l'espace de 4 ans, qui dit mieux,
qui se prétendaient les plus beaux, la race supérieure, étaient là, moches, maigres, gros, dans leur costume gris trop grand. Et il n'y avait personne d'entre eux pour avoir le courage de s'élever et dire comme ces anarchistes espagnols, viva la muerte. Oui, nous avons fait, et on en est fiers. Oui, comprends. Personne. Non, ce n'est pas ma faute, c'est lui, je ne savais pas, j'ai exécuté des ordres. Alors, on peut se dire, c'est qu'ils avaient peur d'être condamnés à mort, mais ils n'avaient pas peur de la mort, puisque Goering achète un soldat américain pour qu'il lui achète des poisons, il s'empoisonne. Ça veut dire qu'il n'avait pas peur d'affronter la mort. Il avait peur d'affronter quoi? Et là, il y a certain espoir. Parce que même lui, il savait que ce qu'il a fait, ce n'était pas bien. Cela veut dire qu'au fond, quand on regarde tous les massacres à travers l'histoire et les confessions de tous les massacreurs ou des tueurs, ils se réfèrent tous aux mêmes valeurs que nous. Ils transgressent ces valeurs, mais ils savent que ce n'est pas bien. Ils savent. Tous, ils sont comme Caïn. Qu'est-ce que tu as fait de ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Et personne n'aime d'être marqué à vie parce qu'il a tué son frère. Personne, surtout des groupes humains ou des États. Les Allemands ont reconnu, ils étaient obligés, ils étaient occupés, ce n'est pas la Turquie, ils étaient occupés par 4 armées. Et on les a obligés de reconnaître, sinon ils n'avaient pas le plan Marshall. Il fallait qu'ils reconnaissent les crimes collectifs. Et encore, faisons attention, une reconnaissance des crimes peut provoquer un rejet. C'est humain. Ils ont bien signé l'acte de Versailles, ça a provoqué, on se connaît la suite. Les peuples réagissent parfois de manière imprévue. Moi, je me souviens, quand j'ai montré mon film Les Justes en Allemagne, on faisait la queue. Les gens, à Berlin, c'était pour le festival de Berlin, il y avait des milliers, il y avait des films 1000 fois plus intéressants que les miens, sur le plan cinématographique certainement. Il y avait des milliers de jeunes qui attendaient pour voir des gentils Allemands, pour se voir différemment. Ils n'aimaient pas cette image qu'on leur renvoyait. Ils n'aimaient pas. Et qui aimerait cela? Qui aimerait qu'on dise tes grands-parents ont participé au plus grand massacre des derniers siècles? Personne. Si nous voulons que les autres partagent la mémoire juive de la Shoah, il faut les associer. Sinon, dans 100 ans, nous serons les seuls à en parler encore. Le seul. Et vous voyez, je ne suis pas sûr que vous êtes d'accord avec moi, ni mon ami Ansel, mais je suis profondément persuadé, je suis gêné même de cette, disons, de cette religion de la Shoah. Je suis juif pas parce qu'on m'a massacré. Je suis juif parce que je me choisis tel. Vous verrez d'ailleurs, il a parlé de mon film, il passe aujourd'hui à 22h, Birobidjan, Birobidjan. Pour moi, c'était un choc. Je savais que Staline a voulu aussi résoudre les problèmes juifs. Tout le monde veut résoudre les problèmes juifs. Comme vous voyez, on gêne beaucoup les gens. On ne gêne pas parce qu'on parle de l'Holocauste, on gêne parce qu'on se réclame des valeurs qui parfois, et dans certaines circonstances, sont subversives. Sinon, on n'est pas juif, on n'est pas obligé d'ailleurs. Moi, je pense qu'on n'est pas juif, on le devient.
Bien sûr, les rabbins ne seront pas d'accord avec moi. Et donc, je vous ai dit, j'appartiens à cette Atlantide qui a disparu. Il y a très peu de gens qui parlent encore le yiddish, ma langue maternelle. La dernière personne avec qui j'ai changé des propos, pas seulement j'ai changé, on se retrouvait tous les mois pour discuter en yiddish, pour ne pas oublier cette langue, c'était Jean-Marie Lustiger. Ses parents parlaient yiddish avec lui, et tout catholique qu'il était, cardinal, il aurait pu devenir pape, ben, il voulait préserver cette mémoire-là. Staline donc a voulu résoudre les problèmes juifs et il leur a donné à ces juifs une république en Sibérie, Birobidjan, à la frontière avec la Chine, sur le fleuve Amour. On ne peut pas inventer Amour. C'est quand même extraordinaire. Je connaissais cette histoire et autour de cette histoire, j'ai écrit un roman, j'ai travaillé pendant 2 ans. Et puis un jour, j'ai appris que cette république existait encore. Donc j'ai pris un photographe des Paris Match, 2 équipes télévision françaises et russes, et je suis allé sur place. Et pour moi, c'était un choc. Parce que j'ai retrouvé un bout de mon Atlantide. Sur tous les bâtiments publics est écrit en russe et en yiddish. À l'école, on enseigne les yiddish. Les petits Coréens et les Chinois apprennent les yiddish. Et quand j'ai demandé à une Chinoise dont le fils apprenait les yiddish, je lui ai demandé pourquoi faire, elle m'a répondu « ça peut servir ». Alors, mon ami Philippe Solers, qui aime la Chine, trouve dans cette réponse toute la sagesse des Chinois, 1,3 milliard de Chinois. Et là, il pense que ces 20 000 Juifs qui parlent encore yiddish, bah, c'est une culture, ça vaut la peine de l'entretenir. C'est magnifique. Donc, moi, je ne suis pas extrêmement sensible, mais quand je suis rentré dans une petite synagogue, une isba, comme il y en avait plein dans les environs de Varsovie, où il y avait 3 vieilles femmes, il y a une ancienne actrice qui s'est levée pour me chanter ma yiddish et ma yiddish, j'ai pleuré. Et je me suis dit, Hitler avait 2 objectifs, peut-être 3, 2 objectifs. Entre autres, bon, bien sûr, il voulait conquérir le monde. Il pensait qu'après lui, il n'y aura plus un seul juif sur cette terre. Il allait purifier la terre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait, c'est Heydrich qui lui a donné l'idée, puisqu'il n'y aurait plus de juifs après lui, il fallait créer un musée, sorte de Jurassic Park, pour que les générations futures puissent venir voir à quoi ça rassemblait. Donc Prague, ils ont transformé Prague à ce Jurassic Park. C'est pour ça que Prague n'était pas touchée. Vous allez à Prague, vous avez toujours l'horloge juive qui tourne à l'envers, les vieux cimetières, la synagogue de Maharal où on a créé les golems, tout est là. Et ce sont les nazis qui ont construit le musée d'art juif 42 de Prague, juste quelques jours avant que Heydrich ne se fasse tuer par la résistance tchèque. Intéressant. Pour lui, c'était clair. Après les nazis, il n'y a plus un seul juif, donc il y aura un musée. Deuxième objectif, là, il a perdu. Puisque les juifs sont là, je suis là. Bon, c'est comme ça. Et puis, il y a le deuxième objectif, c'est à travers les juifs, il a voulu montrer qu'on peut transformer l'homme en autre chose qu'un homme. Et là, c'était très malin, puisque un être est, s'il est nommé, nous le savons depuis la Bible, depuis Freud, etc., nommer quelqu'un, c'est de le faire être. Enlever son nom, lui donner un numéro, c'était déjà les premiers pas vers la déshumanisation des humains. Là aussi, il a perdu. Bon, il y a Primo Levi en parle mieux que moi de cette part d'humanité que chacun a gardée, même à Auschwitz.
Mais j'ai pensé, j'avoue, qu'il avait gagné une seule bataille. Il a détruit une des civilisations juives, puisqu'il y en avait beaucoup. Il y avait la civilisation babylonienne, judéo-espagnole, judéo-arabe, araméenne, etc. La civilisation yiddish. Et quand je suis arrivé à Birobidjan, je me suis rendu compte que même ça, il a perdu. 47 millions de morts pour rien. Il n'a gagné aucune de ces batailles idéologiques. Maintenant, c'est à nous de faire de sorte pour qu'il n'y ait plus de ce genre de batailles à mener. Je crois profondément, je termine, il m'a donné une demi-heure, il m'a dit tu peux parler 3 heures, mais bon, peut-être vous aurez 2 ou 3 questions, c'est pas mal d'avoir une discussion avec la salle, vous êtes aussi malin que moi. Et je pense, j'ai demandé d'ailleurs au Parlement européen de voter une journée européenne des justes, d'introduire, non pas, il y a déjà des cours sur la Shoah, etc., ça provoque des drames que vous savez, que vous connaissez, ça nous énerve, etc. Mais je comprends en même temps que des petits noirs qui pensent qu'eux aussi étaient massacrés, aussi maltraités, on peut ras-le-bol qu'on parle seulement des juifs. À tort, mais je les comprends. Mais introduire la notion de juste, c'est très beau le mot juste. Chez les juifs, il n'y a pas de saints, comme vous savez. Ça, c'est l'invention de Saint Paul. Les justes. Maïmonide disait très bien, chez chaque homme, il y a des qualités, les défauts. Chez celui où les défauts dépassent, les qualités dépassent les défauts, c'est injuste. On est très modeste dans notre exigence. On ne demande pas qu'on devienne tous des Christ. Non. Quelqu'un se noie, il crie au secours, on plonge, c'est tout. Il y a beaucoup de gens qui commencent à poser des questions avant de plonger. Je vais bien te sauver, tu es noir, tu es blanc, tu es musulman, tu es juif, qui es-tu? Pendant qu'il pose des questions, l'autre il se noie. Formidable. Quelqu'un passe à côté d'une rivière, au secours, il plonge. Et c'est ça qu'il faut apprendre aujourd'hui aux enfants. Je ne sais pas, avec la crise, comment va se développer, comment vont se développer les rapports entre les communautés en France. Nos amis républicains prétendent qu'il n'y a pas de communauté. Il existe. C'est comme ça. La République n'aime pas les communautés. On a massacré 400 000 Vendéens parce qu'ils voulaient être français et vendéens. Bah oui, moi, je suis français et juif. Bah oui, c'est comme ça. Et barbu de surcroît. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Faisons-les ensemble. Merci. Merci beaucoup Marie Calter. Il est très rare qu'un grand témoin accepte de se livrer au jeu des questions et des réponses. Donc on va ouvrir, si tu en es d'accord, puisque tu l'as proposé toi-même, on va ouvrir quelques questions. Et voilà, donc n'hésitez pas, profitez-en. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous n'avez pas de questions, il ne faut pas vous auquel cas, on libérera Marie Calter. Oui. Voilà, il y a un micro qui J'en profite d'ailleurs pour féliciter toute l'équipe de YouDiscover, sans laquelle ce serait compliqué de faire un colloque. Voilà, c'est dit. Oui. Ce sont les étudiants de l'ESG Management School qui encadrent nos colloques avec le talent que vous pouvez constater depuis ce matin. Merci vraiment, merci infiniment pour votre témoignage qui relate exactement donc, les faits des génocides. Merci infiniment de votre courage et de votre force, parce qu'il n'est pas évident quand on est rescapé, quand on a vécu ce que vous avez vécu, de témoigner avec calme. Merci surtout par votre pacifisme, malgré ce que vous avez traversé. Vous avez réussi à pardonner, vous avez réussi... je ne crois pas que la mémoire s'est effacée, loin de là. Moi, j'ai une petite question. Quelles sont les similitudes du génocide juif
et le génocide rwandais? Sinon, quelle est la différence? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, qu'en pensez-vous? Le génocide du Rwanda en particulier. Oui, oui. Bon, il y a des choses, je vais vous donner deux petites histoires. Il y a un grand acteur français qui s'appelle Sami Frey. Il m'a raconté une histoire bouleversante. Les nazis rentrent à Paris et la concierge prévient ses parents qu'il y aura une rafle. Donc sa mère lui dit, mon petit Sami, nous allons jouer au cache-cache. Tu vas te cacher sous la table, il y a une nappe, une grande nappe, tu vas te cacher et tu restes sans dire mot. Tu entendras des gens crier, etc. Tu ne sors pas et tu gagneras, je ne sais pas quel jouet, etc. Et Sami, donc, il reste sous la table, il entend des cris, des pleurs. Au bout de quelques heures, il sort, il n'y a plus personne. Tout le monde était embarqué. Il arrive la concierge et il dit, mon petit, je vais m'occuper de toi. Corneille m'a raconté la même histoire. Hein? Il est là, Tutsi, avec toute sa famille. Arrivent les Hutus excités. Hein? Il commence à prendre les gens, commence à les tuer. Il y a un des Hutus qui était là, prend ses petits garçons, les pousse derrière les canapés. Il dit, chut. Il voit toute sa famille disparaître, il reste seul, la nuit tombée, les Hutus en question viennent les chercher, il dit, je vais m'occuper de toi. Exactement la même histoire. Alors, là où on peut dire, il y a bien sûr des différences, il y a. Nous avons, pourquoi est-ce que nous parlons tellement de la Shoah? Ce n'est pas seulement parce que la victime est particulière, mais c'est parce que l'assassin est particulier. Nous avons pensé, à travers les siècles, que la culture préserve l'homme de la bestialité. Qu'il suffit de connaître Bach, Mozart, hein, jouer du Chopin, hein, lire Goethe, Heine, Baudelaire, pour comprendre les humains. Or, ceux qui ont commis le meurtre de 6 millions de Juifs, qui n'ont pas seulement commis, qui ont pensé, qui ont préparé, c'était le peuple le plus cultivé du monde. Nous avons des témoignages de gens qui étaient à Auschwitz, qui faisaient leur boulot, et le soir, la famille réunie, ils jouaient de Bach. Comme quoi, Bach, je sais, il n'y a pas si longtemps, l'orchestre de Toulouse m'a demandé de faire une petite préface, quelques mots. Il pensait que j'allais écrire que la musique adoucit les mœurs. Elle n'adoucit pas plus que la poésie, la littérature. Ben oui, il y a. À la sortie de l'opéra de Verdi, les gens s'écharpaient, se tapaient sur la tête. Staline adorait, vous verrez dans mon livre, je raconte, il adorait l'opéra, il adorait la bohème de Puccini. Une fois chanté avec ses amis Boudionni, Borochilov, etc., il signait les condamnations à mort. Donc, ce n'était pas le cas de Hutu. On peut toujours dire que ce n'était pas le cas de Hutu. Mais c'est aussi un génocide préparé. C'est là où il y a une similitude. Ils ont pensé qu'il fallait détruire l'autre groupe humain qui partageait les mêmes territoires. Là, oui. Bon, c'est pour ça que c'est là où Jacques Le Goff a raison, c'est unique. Chaque événement est unique. Alors, on peut mettre certains événements ensemble parce qu'ensemble, ils nous enseignent quelque chose. C'est une leçon, même si ce n'est pas exactement la même chose. Encore une ou deux questions. Oui, s'il vous plaît. Attendez, ça y est, là, voilà.
vous parliez justement de cette parcelle de passé que vous aviez retrouvée au Birobidjan. Et je voulais faire une projection, on n'a pas tellement parlé aujourd'hui, et c'est pour ça que je veux votre sentiment, du futur. Il y a deux très belles fleurs qui ont réussi à survivre au génocide. Il y a l'État d'Israël, qui est une réalisation absolument extraordinaire, qui est menacé en permanence. Et puis il y a le Rwanda moderne, qui est le fleuron de l'Afrique aujourd'hui, qui est en voie de devenir l'une des premières puissances technologiques africaines. Une réussite absolument incroyable, qui lui aussi est très attaqué pour des raisons qui sont liées au révisionnisme. Quel est votre sentiment par rapport à ça, c'est-à-dire cette projection vers le futur? J'ai beaucoup apprécié votre remarque sur la phase lumineuse des génocides, sur les justes. C'est aussi partagé avec le Rwanda. Il y a les Hutus musulmans notamment qui se sont distingués pendant le génocide. Donc, dans cette optique lumineuse, quelle est votre perception de l'État d'Israël moderne et du Rwanda moderne, justement, avec cette résilience, avec cette fantastique vision d'avenir, avec cet optimisme? Merci. Mais là, vous me lancez sur un sujet qui sera long, parce qu'il y a deux volets. Un, moi, je n'étais pas très heureux de ce que nous avons fait, nos parents, lier les deux grands événements comme si c'était dans une sorte de nœud historique, la Shoah et la naissance d'Israël. Moi, je les séparais. C'est très difficile aujourd'hui de les séparer parce qu'il y a déjà plus de presque 65 ans ou plus qui s'est superposé. Or, Israël ne doit rien à la Shoah. Et ça, je suis un des rares à le dire, malheureusement. Israël est né de la lutte des Yishuv, des Juifs en Palestine, pour leur indépendance. Comme a dit Weizmann, le premier président d'État d'Israël, aucun peuple n'a jamais reçu un État sur un plateau d'argent. Les Juifs étaient terroristes. Ils étaient terroristes. Il y avait des affiches dans les rues de Tel Aviv et de Londres, Wanted, pour Begin par exemple. Il y a ici encore, en France, un professeur à la Sorbonne, un grand spécialiste de Spinoza, Robert Mizrahi, qui a été arrêté à l'aéroport de Londres avec une bombe qu'il allait poser devant la Chambre de l'Ordre. Il était jugé et il y avait Raymond Aron et Jean-Paul Sartre, tous les deux ensemble sont allés témoigner pour dire qu'il avait raison. Parce que tout peuple a droit à son indépendance, à son autodétermination, et les Juifs aussi. Donc, il n'allait pas poser la bombe au nom d'Auschwitz. Il allait poser la bombe au nom d'un peuple qui avait droit à une indépendance, comme les Palestiniens ont droit à l'indépendance à côté d'Israël. Donc, aujourd'hui, c'est très difficile, bien sûr. Alors, je pense que le fait qu'on a lié les deux choses font qu'aujourd'hui, les ennemis d'Israël, c'est leur argument. Alors, bien sûr, les négationnistes, lui, connaissent mieux cette histoire que moi, ils disent, bien sûr, à qui profitent les crimes? Si c'est vrai qu'Israël est les résultats de la Shoah, alors les Juifs ont aidé la Shoah pour avoir Israël. Donc là, on rentre dans une spirale absurde. Et Rwanda, c'est la même chose. Donc là, on rentre dans une spirale absurde. Donc, je pense qu'il faut sortir de cela. La Shoah, ça appartient à l'humanité tout entière parce que, comme d'ailleurs les génocides arméniens ou rwandais, cambodgiens, il y a un problème là, c'est parce que ce n'est pas un groupe qui a voulu détruire le gène, la particule même d'un autre groupe, c'est une classe contre une classe. Et là, on rentre dans le débat qui avait lancé l'historien Nolte en Allemagne. C'est un débat terrible sur la relativité dans l'histoire, puisque lui,
c'est déjà la première réaction à cette reconnaissance massive du crime par les Allemands, où il dit que Hitler a tout appris de Staline, des bolcheviks, et qui étaient bolcheviks étaient les Juifs, qui a inventé les KGB, les Juifs, les goulags, les Juifs. Donc, d'une certaine manière, les Juifs étaient des victimes d'eux-mêmes, d'une certaine manière. J'ai fait ça vite, mais c'est un peu cela. Donc, il faut faire très, très attention. Chaque événement est un événement en soi. La Shoah, les génocides, il y en avait 3 qui nous ont marqués, et il faut en parler. Israël, si les Kosovars aujourd'hui ont droit à un État, pourquoi pas? Kosovo est connu parce que c'était un lieu où il y avait la plus grande bataille entre la chrétienté et l'islam. Ça ne donne pas déjà droit à ces groupes humains qui habitent là-bas d'avoir un État. Pourquoi pas? Alors vous vous imaginez que ces Juifs en Israël, et là je vous recommande un petit livre extraordinaire de Chateaubriand, l'auteur du Génie du christianisme, les voyages, l'itinéraire de Paris à Jérusalem, il y a 2 siècles et 1 an. Exactement. Il est allé en Israël, en Palestine, et il découvre les Juifs, les vrais maîtres de ces lieux, dit-il. Il n'avait aucun intérêt dans l'affaire. C'était la 3e religion, monothéiste. Donc, ils étaient toujours là. Ce n'est pas seulement les survivants de la Shoah. Ils étaient là. J'ai un copain dont son père, il faisait des piqûres dans les fesses des petits rabaches à Jérusalem. C'était les médecins et tous les Palestiniens de Jérusalem allaient se faire piquer par les médecins juifs. Ils étaient toujours là, donc ils n'ont jamais quitté. Et ils ont droit, encore une fois, comme les Palestiniens. Donc c'est toujours dangereux de mélanger les faits d'histoire. Voilà. J'ai compris. J'ai compris. Non, ils les font à Masada. Ah oui, ben ça va. Ils ont fait à Masada, et ça c'est pas mal. Parce que c'est leur histoire sur leur terre. Tout à fait différent. Masada, pour ceux qui... Parce que l'idée des martyrs qui sont réclamés maintenant par l'islam, les Juifs ont lancé ça malheureusement. Je suis tout à fait contre l'idée des martyrs. Mais bon, lancé il y a un moment, donc à Masada, où les Juifs, après avoir tenu face aux meilleures légions de l'Empire romain, ils sont tous suicidés. Et pour que ça n'arrive plus, c'est vrai que les soldats israéliens vont prêter serment à Masada. Auschwitz, je comprends les premiers vengeurs. Il y a un très beau livre de Bar Zohar, les vengeurs. Je comprends, je termine là parce que sinon on va passer beaucoup de temps. Mon premier livre, je l'ai fait parce que moi j'étais peintre et j'avais un très cher ami, Pierre Viançon-Pontet, rédacteur en chef du Monde, et il m'a dit, écoute, il y a une histoire extraordinaire, raconte-la. Je ne sais pas, écoute, écris comme tu sais et je te corrigerai. C'était mon premier livre, Le Fou et les Rois. Et j'ai raconté dans ce livre comment j'ai réagi quand je suis venu à l'âge donc de 14 ans en France. Je suis allé au Louvre, j'ai vu Paris, magnifique. Moi, je connaissais Paris, les Misérables, Notre-Dame de Paris, etc. Bon, mais là, quelle beauté! Et j'ai appris que des gens allaient au Louvre pendant que moi j'étais condamné à mort, que les gens allaient à l'opéra, que la vie continuait, que les restaurants étaient pleins. Et j'ai dit dans ces livres, j'avais tentation, une seconde, bien sûr, je ne l'ai pas réalisé, de mettre une bombe au Louvre, faire sauter. Il n'y a pas de raison que la beauté continue à exister quand tous les miens qui rêvaient de voir cette beauté-là ne sont plus là.
J'ai écrit. Et bien sûr, c'était le moment où il y avait des bombes qui éclataient en Bretagne, c'était les fronts bretons de libération. Et Pierre Viançon-Pontet, qui a fait les premiers articles que je n'ai jamais eus dans la presse, à la une du Monde, il a fait Un homme, un cri, d'ailleurs, très beau titre, parlez de moi, j'en suis fier. Il a reçu plein de lettres des Bretons en disant « Vous condamnez dans le monde les bombes des Bretons et vous acceptez qu'il m'arrête dans son livre que vous disiez, que vous avez écrit, qui est formidable, qu'il dit qu'il avait envie de mettre des bombes, etc. » Je dis « Qu'est-ce que je réponds ?» Alors tu réponds que moi je n'ai pas mis la bombe. Merci.